C'est quand même drôle qu'il reste encore des feuilles aujourd'hui sur les arbres. D'habitude, c'est tout par terre. Non, mais c'est vrai en plus. Bah, il n'a pas gelé de tout temps que ça en fait. Mais alors qu'en plus, les feuilles ont commencé très tôt à tomber, quoi, parce que déjà, en fait, il y en avait qui étaient défeuillées. Parce que là, ils ont quand même pris beaucoup de chaud. Là, c'est pris un beaucoup de chaud, ouais. Mais après, il faut voir aussi. Une réserve naturelle, c'est à la fois un objectif de préservation de la biodiversité, mais aussi un objectif scientifique, donc de connaissance des espèces et connaissance du fonctionnement des écosystèmes, où on a fait le choix de laisser 50 hectares en libre évolution, donc où on laisse la forêt fonctionner naturellement. À chaque fois que je passe dans cet espace-là, il y a toujours un nouvel arbre qui tombe. C'est on va dire le fonctionnement naturel d'une forêt avec de temps en temps un gros arbre qui tombe, là, qui est un arbre mort, mais qui va accueillir une biodiversité assez énorme, quoi. C'est des dizaines et des dizaines d'espèces qui vont se suivre en fait au fur et à mesure de la décomposition du bois. Là, l'objectif, c'est simplement d'observer en fait. Et puis, encore une fois, suivre scientifiquement les choses pour pouvoir apporter des éléments, puisque l'idée c'est pas de dire il faut absolument arrêter de couper les arbres en forêt en fait, mais c'est simplement se servir de ces espaces-là pour comprendre comment fonctionne la forêt et pouvoir apporter des éléments aux gestionnaires forestiers en fait. Et l'idée c'est de dire comment on peut dans ces forêts gérées, enfin forêts exploitées, permettre à cette biodiversité d'exister quand même. Le cas particulier du territoire ici, c'est que le choix de l'ONF a été de gérer les forêts en futaies irrégulières. Donc c'est, on va dire, ce qui se rapproche le plus d'un fonctionnement naturel sur ce genre de forêt. Ce qui est intéressant dans le système de futaies irrégulières, c'est qu'on peut conserver des arbres pour la biodiversité à proximité d'arbres pour la production, qui peuvent cohabiter sans aucun problème, et que donc une fonction n'empêche pas une autre au sein de la forêt. C'est bien le concept de multifonctionnalité. On peut voir là que ce chêne il est très abîmé. Et c'est ça qui a fait qu'il n'a plus aucune valeur économique. Donc il ne joue plus le rôle de production. Et on a décidé de le conserver pour la biodiversité. Donc cet arbre-là, c'est un merisier, c'est une espèce d'arbre qui n'est pas extrêmement fréquente. Et alors en plus, cet arbre il est relativement droit et il a peu de branches basses. Donc c'est une espèce rare et sa qualité économique est plutôt bonne. Et donc il a été repéré d'un point bleu, et ça c'est pour dire justement aux bûcherons, attention à cet arbre, ne l'abîmez pas. La préservation de la biodiversité, c'est aussi, je ne sais pas si c'est une garantie, mais en tout cas, c'est essayer de mettre toutes les chances de son côté pour avoir des écosystèmes qu'on dit résilients. La résilience, c'est la capacité d'un écosystème à réagir après une perturbation. Et aujourd'hui, on est dans un contexte d'incertitude. On ne sait pas exactement comment évoluer, notamment le climat. Dans ce contexte-là, on a intérêt à avoir des forêts qui peuvent réagir à des perturbations. Sinon, on risque d'avoir des gros problèmes et la forêt pourrait être en danger à certains endroits.
Donc là, on se trouve au cœur du marais Tuffeux, qui est vraiment le milieu typique du territoire et qui est lié à la géologie en fait. Donc on est sur des plateaux calcaires avec une alternance de couches de calcaire et de couches de marne. Donc les marnes, c'est des argiles en fait imperméables et les marais naissent à la lisière entre les calcaires et les marnes justement. Donc là, on parle de marais Tuffeux. En fait, le mot tuffeux vient de tuf, et le tuf, c'est cette sorte de roche en formation permanente qui se dépose. En fait, c'est des dépôts de calcaire sur tout ce qui va se trouver au fond du cours d'eau. Des brindilles, des bouts de feuilles, des coquilles d'escargots, etc. Et donc, ces dépôts qui finissent par constituer une sorte de roche, en fait. Mais il y a une bonne centaine de marais qui ont été répertoriés sur le territoire du parc national. Et c'est vraiment ce qui fait le joyau en fait, de ce territoire. On est sur un des rares milieux qu'on peut qualifier de 100% naturel puisqu'il n'est pas d'origine humaine en fait. La majorité des milieux naturels qu'on trouve ici, on devrait mettre des guillemets autour de naturel puisque la plupart sont liés à l'activité humaine. L'activité agricole notamment, alors que là, c'est un milieu qui existe depuis 7 à 8 000 ans. Et ça me replace à ma petite échelle d'homme là, à avoir pour mission de préserver cet espace-là qui existe depuis plusieurs milliers d'années. Et ça, c'est assez fort à ressentir, quoi. Alors notre mission donc c'est d'accueillir des publics et donc la première chose qu'on fait, on les emmène dans la nature parce que la nature c'est quelque chose qui va faire remonter nos ressentis, nos émotions, nos peurs et donc c'est là-dessus qu'on travaille dans un premier temps sur les représentations initiales. Voilà, la forêt c'est quoi? Et ben, c'est beaucoup de choses pour plein de gens hein. Et tant qu'on n'a pas mis ça sur le tapis, eh ben on va pas plus loin. Et quand les choses sont sorties comme ça, après on travaille, on part de cette matière-là pour construire, quand c'est la demande, hein, éventuellement des connaissances. Alors on a plein de façons de faire. On travaille autour de l'itinérance, de la randonnée. On travaille autour de l'immersion, éventuellement crépusculaire, nocturne, hein, parce que là on perd nos sens premiers. Et donc on a disséminé sur cette forêt d'Auberive une dizaine de cabanes thématiques qui sont posées pas trop loin de sentiers de randonnée pour faciliter l'accès. Et donc chaque cabane raconte, du moins interroge sur le lieu. Il faut être conscient de ce qu'on fait dans l'écosystème. Je crois que c'est ça la clé. C'est-à-dire qu'on peut décider de mettre des espaces en libre évolution, on peut décider de d'autres qui doivent avoir d'autres fonctions comme la fonction de production de bois. Par contre, il faut toujours être conscient de ce qu'on fait dans l'écosystème et des conséquences de nos actes. Parce qu'il y a un moment où certaines actions peuvent avoir des conséquences qui sont irréversibles. Et le gros challenge, ça va être de montrer qu'on peut continuer à avoir une économie autour du bois, autour de l'agriculture, peut-être en expérimentant des nouvelles façons de faire. Et le fait de se côtoyer au quotidien, de se connaître, de se faire confiance, ça facilite un peu le travail actuel et à venir, quoi. Ce qu'il y a d'intéressant sur un territoire comme ça, avec tous ces regards croisés, c'est vraiment d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire de ce territoire en matière de forêt et quelle pédagogie on veut développer pour qu'on puisse bien appréhender ce territoire-là et quel avenir on souhaite donner à ce territoire. Il ne faut pas qu'on traîne parce que là, elle va vite tomber.